Chapitre 4. Comme je te l'ai dit, attaqua-t-il après s'être éclairci la voix à 2 reprises, le professeur Rossi était un grand érudit, doublé d'un ami véritable. Je ne voudrais surtout pas que tu aies une opinion erronée de lui, même si ce que je t'ai raconté, peut-être à tort, à son sujet peut donner l'impression qu'il était fou. Tu n'as pas oublié cette invraisemblable déclaration dans son bureau. J'en restais sous le choc, doutant de sa santé mentale, je l'avoue, même si je lisais sur son visage une sincérité accablée. Dans le silence qui suivit, il posa sur moi un regard où brillait une flamme. Je frissonnai. Que diable voulez-vous dire? Fis-je d'une voix qui devait bafouiller. Je suis formel, répondit Rossi avec emphase. J'ai découvert à Istanbul que Dracula est vivant, ou du moins il l'était à cette époque. Je le regardai fixement. Je sais ce que vous pensez, reprit-il avec plus de modération. Vous vous dites que je suis fou. Bah, je vous accorde que fouiller à longueur de temps dans les vestiges de l'histoire peut finir par faire perdre la raison. Il soupira. Il existe à Istanbul une bibliothèque peu connue, fondée par le sultan Mehmet II, qui prit la ville aux Byzantins en 1453. Ces archives sont constituées d'un bric-à-brac de documents rassemblés plus tard par les Turcs, au moment où ils étaient repoussés vers les frontières de leur empire. Mais elle contient aussi des cartes censées révéler l'emplacement de la tombe maudite d'un tueur de Turcs qui, à mon sens, pouvait être Vlad Dracula. Pour être exact, il y avait 3 cartes de la même région, à des échelles de plus en plus précises. Malheureusement, rien sur ces cartes ne permettait d'identifier le lieu, même pas de le rattacher à une région que je connaissais. Elles étaient rédigées surtout en arabe et dataient de la fin du XVe siècle. Il tapota le livre mystérieux qui ressemblait tellement au mien. Les inscriptions figurant au centre de la 3e carte, la plus détaillée, étaient, elles, rédigées dans un très ancien dialecte slave. Seul un spécialiste, possédant des connaissances linguistiques pointues, aurait pu en venir à bout. Je fis de mon mieux, mais je n'étais pas sûr de ma traduction. Rossi secoua la tête, comme s'il regrettait encore ses limites. Les efforts que je consacrais à ma découverte m'entraînaient beaucoup trop loin de mes recherches officielles sur les relations commerciales de la Crète minoenne. Mais j'avais dépassé le stade de la raison, assis jour après jour au premier étage de cette bibliothèque étouffante et moite d'Istanbul. Je me souviens que j'apercevais les minarets de Sainte-Sophie à travers les vitres crasseuses, pendant que j'analysais les rares indices semés sur les cartes déployées sur le bureau, compulsant laborieusement mes dictionnaires, couvrant des pages de notes, recopiant les cartes à la main. Je vous épargnerai le long récit de mes tâtonnements pour en venir à ce fameux après-midi où je concentrai tous mes efforts sur le site marqué avec soin comme étant celui de cette mystérieuse tombe maudite sur la 3e et la plus étrange des cartes. Vous vous souvenez que Vlad Tepes est censé avoir été enterré en Roumanie, sur une île monastère située dans le lac Snagov. Eh bien, il n'y avait pas de trace d'un lac sur cette carte, pas plus que sur les 2 autres d'ailleurs. Même si on y voyait clairement un fleuve traverser la région en s'élargissant au milieu. J'avais déjà traduit toutes les inscriptions situées sur le pourtour de la carte, avec l'aide d'un professeur d'arabe et d'ottoman à l'université d'Istanbul. Il s'agissait de proverbes ésotériques sur la nature du mal, puisés en grande partie dans le Coran. Ça et là sur la carte, nichée au milieu des montagnes reproduites grossièrement, figuraient des inscriptions qui, à première vue, semblaient être des noms de lieux en dialecte slave, mais qui, une fois traduites, se révélaient de vraies énigmes. Je soupçonnais un code pour désigner des lieux réels, la vallée des 8 chênes, le village du voleur de cochons, et ainsi de suite. Autant d'appellations bizarres qui ne signifiaient rien pour moi. Au centre, juste au-dessus du point marquant l'emplacement de la tombe maudite, il y avait l'image d'un dragon portant sur la tête un château en guise de couronne.
aucun rapport avec le monstre qui figure sur nos livres. Mais je supposais qu'il avait atterri là-bas en même temps que la légende de Dracula. Sous la queue du dragon apparaissaient quelques mots tracés à l'encre dans une écriture microscopique. Je crus d'abord qu'ils étaient en arabe, comme les proverbes figurant dans la marge, mais en les regardant à la loupe, je m'aperçus que c'était du grec. Je traduisis la phrase tout haut, sans me soucier des règles de la bienséance qui veulent qu'on ne trouble pas le silence d'une bibliothèque, même si j'étais seul dans la pièce, où de temps à autre un bibliothécaire sinistre faisait une apparition pour s'assurer que je ne volais rien. Mais en cet instant précis, j'insiste, j'étais totalement seul. Les mots microscopiques dansaient devant mes yeux tandis que je les prononçais à voix haute. En ce lieu, il est captif en enfer. Lecteur, délivre-le d'un mot. Au même moment, une porte claqua dans le hall en bas. Un pas gravit lourdement l'escalier, mais toutes mes pensées étaient concentrées sur ce que le verre grossissant de la loupe me révélait. Contrairement aux deux autres cartes, plus générales, celle-ci avait été annotée par 3 personnes différentes, chacune utilisant sa propre langue. L'écriture comme le dialecte employé n'étaient pas les mêmes, de même que la couleur des encres, manifestement très ancienne. Et j'eus tout à coup une certitude. Vous savez, cette intuition à laquelle peut adhérer un chercheur lorsqu'elle est étayée par des semaines de travail minutieux. Il m'apparut qu'à l'origine la carte représentait le dessin central, les montagnes autour et l'étrange commandement rédigé en grec. C'était seulement plus tard qu'on y avait ajouté des indications en dialecte slave afin d'identifier les lieux, enfin, à condition de connaître le code. Puis, d'une façon ou d'une autre, la carte était tombée dans les mains d'un ottoman qui avait ajouté des citations du Coran dans les marges, comme pour emprisonner l'inquiétant message écrit au centre. Oui, pour l'encercler avec des talismans destinés à conjurer son pouvoir maléfique. Si je ne me trompais pas, qui était cet helléniste qui avait annoté la carte en premier et l'avait peut-être même dessinée? Les érudits employaient couramment le grec à Byzance à l'époque de Dracula, je le savais, mais c'était plus rare dans le monde ottoman. Avant même que je puisse jeter une seule note sur cette théorie, qui aurait sans doute nécessité des vérifications dépassant mes compétences, la porte située à l'autre bout des rayonnages s'ouvrit à la volée, et un homme de haute taille, solidement charpenté, entra dans la salle, passant d'un pas furibond au milieu des rangées de livres, pour venir s'arrêter devant la table où je travaillais. Son attitude était délibérément agressive, et à l'évidence, il ne s'agissait pas d'un bibliothécaire. Je faillis me lever, mais une forme de fierté me l'interdit. L'intrus aurait pu l'interpréter comme une marque de déférence, alors que son irruption avait été aussi grossière que soudaine. Nous nous regardâmes droit dans les yeux, et ma stupeur s'accrut. Cet homme détonnait dans cet environnement ésotérique. Il était beau et soigné, à la manière des Turcs ou des Slaves du Sud, avec une épaisse moustache tombante et un costume sombre bien coupé, comme celui d'un homme d'affaires occidental. Son regard noir me défiait. Ses longs cils paraissaient presque déplacés dans ce visage austère. Son visage avait une teinte cireuse, mais sa peau était parfaitement lisse, ses lèvres rouges vifs. « Sœur, je ne crois pas que vous ayez les autorisations nécessaires à ceci, » articula l'inconnu, d'une voix basse et hostile, dans un anglais fortement teinté d'accent turc. Mon sang d'universitaire ne fit qu'un tour. Les autorisations nécessaires à quoi? À ces recherches. Vous travaillez sur des documents que mon gouvernement considère comme des archives privées. Puis-je voir vos papiers, je vous prie? Qui êtes-vous? Retorquai-je sur un ton tout aussi glacial. Puis-je voir les vôtres? Il sortit un portefeuille de la poche intérieure de sa veste, l'ouvrit sur la table d'un geste brusque et le referma aussi vite. J'eus à peine le temps d'apercevoir une carte ivoire couverte d'un fouillis de titres officiels en turc et en arabe. Sa main avait un aspect cireux désagréable, avec des ongles longs et une crête de poils noirs sur le dos. Ministère des Ressources culturelles, annonça-t-il froidement. Il semblerait que vous n'ayez pas l'aval du gouvernement turc pour consulter ces archives.
Est-ce exact? Absolument pas. Je lui brandis une lettre de la National Library, indiquant noir sur blanc que j'étais autorisé à effectuer des recherches dans n'importe quelle bibliothèque d'Istanbul. C'est insuffisant, décréta-t-il en laissant tomber dédaigneusement mon laissez-passer sur la table. Je crains que vous ne deviez me suivre. Pour aller où? Je me levai, plus assuré sur mes jambes maintenant, mais espérant néanmoins qu'il n'interpréterait pas ce geste comme un acte de soumission. Au poste de police, si vous persistez. C'est scandaleux. Toujours élever la voix quand on se heurte à la bureaucratie, m'avait appris l'expérience. Je prépare un doctorat à l'université d'Oxford et je suis citoyen britannique. Je me suis inscrit à l'université d'Istanbul le jour de mon arrivée et j'ai reçu cette lettre comme preuve de mon statut. Il est hors de question que je sois interrogé par la police. Ou par vous. Je vois. Son sourire me noua l'estomac. J'avais lu certaines choses sur les geôles turcs et sur des occidentaux qui y avaient séjourné, et ma situation m'apparut subitement des plus précaires, encore que je ne comprenne pas bien dans quel genre de guêpier j'avais pu me fourrer. Je me pris à souhaiter que le bibliothécaire prenne sa vatte, mais entendit hausser le ton et monte nous demander de nous calmer. Puis, je pris conscience que c'était vraisemblablement lui qui avait fait entrer cet homme avec sa carte officielle. Peut-être était-ce vraiment quelqu'un d'important. Il se pencha vers moi. Voyons un peu en quoi consistent vos recherches. Écartez-vous, je vous prie. Je fis à contre-cœur un pas sur le côté, et il s'inclina pour examiner mon travail, refermant mes dictionnaires d'un geste brusque pour en lire les titres, sans se départir de son sourire inquiétant. Sa présence de l'autre côté de la table était impressionnante, et je remarquai qu'il dégageait une odeur bizarre, comme s'il s'était inondé d'eau de Cologne pour masquer quelque chose de désagréable, sans y parvenir tout à fait. Finalement, il saisit la carte sur laquelle je travaillais, la manipulant avec des gestes subitement très doux, presque tendres. Il la regarda comme s'il n'avait nul besoin de l'examiner longtemps pour savoir ce qu'elle représentait. Encore qu'il s'agit sans doute d'un coup de bluff. C'est là-dessus que portent vos recherches? Oui, et alors? Répondis-je avec colère. Alors, ce document est extrêmement précieux, et il est la propriété de l'État turc. Je ne crois pas qu'il puisse s'avérer d'une quelconque utilité pour un étranger. Et c'est à cause de ce bout de papier, de cette carte insignifiante, que vous êtes venu de votre université anglaise jusqu'à Istanbul. Je faillis rétorquer que je travaillais aussi sur d'autres sujets, et lui dresser dans la foulée la liste de mes recherches universitaires, mais je me dis que ce ne ferait que l'encourager à prolonger son interrogatoire. Oui, à bord d'une coquille de noix. Une coquille de noix, répéta-t-il plus doucement. Eh bien, j'ai le regret de vous informer que ceci va vous être momentanément confisqué. Quel dommage pour un chercheur étranger. Je bouillais de rage impuissante, arrêté si près de la solution. Je me félicitais de ne pas avoir apporté les copies d'anciennes cartes des Carpates que j'avais réalisées avec la plus grande minutie et que je comptais comparer à cette carte dès le lendemain. Elles étaient à l'abri dans ma valise à l'hôtel. Vous n'avez aucun droit de confisquer des documents sur lesquels j'ai été autorisé à travailler, m'insurgeai-je, les dents serrées. Je vais immédiatement en référer à la bibliothèque de l'université et à l'ambassade de Grande-Bretagne. En quoi cela dérange-t-il que j'étudie ces archives? Ce sont d'obscures reliques de l'histoire médiévale. Elles n'ont strictement aucun rapport avec les préoccupations du gouvernement turc. Le bureaucrate regardait au loin, comme si les flèches de Sainte-Sophie lui offraient un angle nouveau et fascinant qu'il n'avait jamais eu l'occasion de contempler. C'est pour votre bien, déclara-t-il calmement. Mieux vaut laisser ce travail à quelqu'un d'autre. Une autre fois, peut-être. Il restait là, le visage tourné vers la fenêtre, absorbé par ses pensées, presque comme s'il voulait m'inciter à suivre son regard. J'eus le sentiment ridicule que je ne devais pas, qu'il s'agissait peut-être d'un piège, et je gardai donc les yeux fixés sur lui en attendant. C'est alors que je remarquai son cou, comme s'il l'avait délibérément exposé à la lumière trouble du jour. Là, juste au-dessus du col de sa chemise élégante, dans la partie la plus charnue de sa gorge musclée,
2 marques de perforation formaient une croûte brune. Elle n'était pas récente, mais pas cicatrisée non plus, comme si la peau avait été transpercée par 2 poinçons identiques ou mutilée avec la pointe d'un couteau. Je reculais, loin de la table, en songeant que mes lectures morbides avaient fini par me déranger l'esprit, que j'étais vraiment devenu fou. Mais la lumière du jour était très ordinaire, l'homme dans son manteau en laine noire parfaitement réel, jusqu'à son odeur écœurante, faite d'un mélange de transpiration, de manque d'hygiène, d'eau de Cologne et de quelque chose d'autre encore. La scène ne disparut pas, ni ne se modifia. J'étais incapable de détacher les yeux de ces 2 petites plaies à moitié cicatrisées. Au bout de quelques secondes, il se détourna de la fenêtre, comme satisfait de ce qu'il avait vu, ou de ce que j'avais vu moi, et me sourit. « C'est pour votre bien, professeur, répéta-t-il. Je restai planté là sans un mot, tandis qu'il quittait la pièce, la carte roulée dans sa main, et j'écoutais pétrifié le bruit de ses pas décroître dans l'escalier. Quelques minutes plus tard, le bibliothécaire sinistre aux cheveux gris entra, portant 2 vieux in-folio qu'il entreprit de ranger sur un rayonnage du bas. « Excusez-moi, articulai-je, avec la sensation que ma voix était collée au fond de ma gorge. Excusez-moi, mais tout ceci est parfaitement scandaleux. Il leva les yeux vers moi, stupéfait. Qui est cet homme? Le bureaucrate. Le bureaucrate? Le bibliothécaire répéta le mot d'un ton mal assuré. J'exige que vous me fournissiez immédiatement un document officiel stipulant que je suis autorisé à consulter toutes les archives de cette bibliothèque. Mais vous en avez parfaitement le droit, répondit-il. J'ai enregistré votre dossier moi-même. Je le sais bien. C'est pour ça que vous devez absolument le rattraper et récupérer la carte. Rattraper qui? L'homme envoyé par le ministère de... L'homme qui sort d'ici, évidemment. Ce n'est pas vous qui l'avez fait entrer. Il me regarda bizarrement par-dessous ses sourcils en broussailles. Il n'est venu personne au cours des 3 dernières heures. Je suis à l'accueil et je l'aurai vu. Nous avons malheureusement peu de chercheurs ici. Mais puisque je vous dis que... Je m'interrompis, conscient de l'image que je devais offrir. Un étranger divagant et gesticulant. Il a pris ma carte, repris-je plus calmement. Je veux dire la carte des archives. Une carte, Herr Professeur? Oui, je travaillais sur une carte. J'ai rempli une fiche de consultation ce matin au bureau des prêts. Il ne s'agit pas de cette carte-là? Il pointait un doigt vers mon bureau. Une carte routière des Balkans, que je n'avais jamais vue de ma vie, y était déployée. Elle n'était pas là 5 minutes plus tôt, j'aurais pu le jurer. J'avais l'impression de devenir fou, et en même temps, j'étais certain que ce document sortait de nulle part. Le bibliothécaire rangeait son 2e in-folio. J'avalais péniblement ma salive. Peu importe. Sur quoi, je rassemblais mes livres à toute vitesse et quittais la bibliothèque. Il n'y avait aucune trace du bureaucrate dans la rue bondée, grouillante de voitures, même si plusieurs hommes de sa taille et de sa corpulence, portant le même manteau noir, me croisèrent d'un pas pressé, un attaché-case à la main. En arrivant à mon hôtel, je découvris que mes affaires avaient été déménagées, prétendument suite à un problème de fuite d'eau dans ma chambre. Mes croquis des cartes anciennes, ainsi que toutes mes notes s'y rapportant, avaient disparu. Oh, ma valise avait été refaite à la perfection, et comme de bien entendu, le personnel de l'hôtel n'était au courant de rien. Je restai éveillé toute la nuit, guettant les bruits de l'extérieur. Le lendemain matin, j'empaquetai mes affaires et mes dictionnaires, et je sautai dans le premier bateau pour la Grèce. Le professeur Rossi croisa les mains devant lui et me regarda calmement, comme s'il s'attendait à me voir clamer mon incrédulité. Mais j'étais soudain habité par des certitudes, et non par le doute. Vous êtes rentré en Grèce? Oui, et j'ai passé le reste de l'été à essayer d'effacer de ma mémoire mon aventure à Istanbul, même si je ne pouvais ignorer ses implications. Vous êtes parti parce que vous aviez peur. Peur? J'étais terrifié. Mais par la suite, vous avez pourtant effectué toutes ces recherches sur votre livre mystérieux. Oui, essentiellement les analyses chimiques dont je vous ai parlé. Mais lorsqu'elles se sont révélées peu concluantes, et aussi pour d'autres raisons,
J'ai tout arrêté et rangé le livre dans ma bibliothèque. Il montra d'un petit signe du menton le rayonnage du haut. C'est étrange. Il y a des moments où je me rappelle tous ces événements avec une grande clarté, et d'autres où il ne me revient que des bribes. Je suppose que l'accoutumance finit par éroder les souvenirs, même les plus horribles. Et il y a assurément des périodes, qui peuvent durer des années, pendant lesquelles je ne veux pas y penser du tout. Mais vous croyez vraiment cet homme avec ses marques dans le cou? Qu'auriez-vous pensé si vous l'aviez vu de vos yeux, tout en sachant que vous n'étiez pas fou? Il s'était adossé à la bibliothèque et, pendant un instant, le ton de sa voix s'était fait virulent. J'avalai une dernière gorgée de café froid et amer. Et vous n'avez jamais plus essayé de découvrir ce que signifiait la carte, ni d'où elle venait. Jamais. C'est l'une des rares enquêtes que je n'achèverai jamais. Je me suis forgé une théorie pourtant. Selon moi, la voie sombre où m'ont conduit mes recherches est en réalité un chemin où l'on progresse un peu avant de céder la place à un autre, et ainsi de suite, chacun apportant sa petite contribution de son vivant. Peut-être est-ce ce qu'ont fait, il y a des siècles, les 3 personnes anonymes qui ont dessiné ces cartes et les ont annotées, bien que ces citations coraniques n'apportent à mon sens aucun enseignement sur l'emplacement de la vraie tombe de Vlad Tepes. Naturellement, il se peut que tout cela ne soit qu'une théorie fumeuse. L'empaleur est peut-être enterré dans cette île monastère, comme l'affirme la tradition roumaine, où il repose en paix, comme une bonne âme qu'il n'était pas. Mais vous n'y croyez pas. Il hésita de nouveau. La connaissance doit progresser, pour le meilleur ou pour le pire, mais inéluctablement et dans chaque domaine. Êtes-vous allé à Snagov afin de vous rendre compte par vous-même? Il secoua la tête. Non, j'ai abandonné mes recherches. Je reposai ma tasse, scrutant son visage. Mais vous avez conservé des informations, devinai-je lentement. Rossi avança la main vers l'étagère du haut et attrapa une enveloppe brune scellée. Naturellement. Qui serait assez fou pour détruire totalement le fruit de son travail? J'ai reproduit de mémoire ce que je pouvais des 3 cartes, et j'ai sauvé mes autres notes, celles que j'avais avec moi ce jour-là, dans la salle des archives. Il posa le paquet sur son bureau, entre nous, et le toucha avec une tendresse qui me sembla contraire à l'horreur que lui inspirait son contenu. Cette contradiction, ou peut-être la nuit qui engloutissait peu à peu la lumière du jour derrière la fenêtre, accrut encore ma nervosité. Vous pensez que cela pourrait être un legs dangereux? J'aimerais tant pouvoir vous répondre non. Mais le danger n'existe peut-être que dans nos têtes. La vie a plus de saveur et d'éclat quand on ne rumine pas sans nécessiter des horreurs. Comme vous le savez, l'histoire de l'humanité est remplie d'atrocités, et sans doute devrions-nous verser des larmes sur ces crimes au lieu de les contempler avec fascination. Tant d'années se sont écoulées que je ne suis même plus sûr de mes souvenirs d'Istanbul, et je n'ai jamais ressenti le besoin d'y retourner. J'ai le sentiment d'avoir ramené tout ce que j'aurais eu besoin de savoir. Pour aller plus loin dans votre enquête, vous voulez dire? Oui. Et vous ne savez toujours pas qui a pu dessiner la carte indiquant l'emplacement de cette tombe maudite? Non. J'ébauchai un geste vers l'enveloppe brune. Dois-je me munir d'un rosaire, d'un gris-gris ou de quelque chose dans ce genre avant de continuer? Je suis certain que votre droiture, votre rigueur morale, appelez ça comme vous voulez, est la meilleure des protections. J'aime à penser que la plupart d'entre nous ont cette force. Je ne me baladerai pas avec une gousse d'ail dans ma poche, non. Mais avec un puissant antidote mental. Ça, oui, j'ai essayé. Son visage était triste, presque sinistre. Peut-être ai-je eu tort de ne pas utiliser ces anciennes superstitions, mais je suis un rationnel, je suppose, et je m'y tiendrai. Comme je refermai la main sur le paquet, il se leva. Je vous rends votre livre, mon garçon. Il est intéressant, et je vous souhaite bonne chance pour identifier son origine. Il me tendit l'ouvrage recouvert de vélin, et je songeai que la tension de son visage démentait son ton léger.
Revenez me voir dans 2 semaines. Nous étudierons la question du commerce en Utrecht. Je dus scier. Même ma thèse me paraissait si irréelle. Oui, entendu. Rossi débarrassa les tasses à café et je rangeai mes affaires dans ma sacoche, les doigts crispés. Une dernière chose, ajouta-t-il gravement, comme je me levais pour me retirer. Oui. Nous n'évoquerons plus le sujet. Vous ne voulez pas savoir si mes recherches progressent ? J'étais atterré, comme abandonné. On peut former la chose ainsi. Je ne veux pas savoir, à moins bien sûr que vous n'ayez des ennuis. Rossi me serra la main avec son affection habituelle. Son visage reflétait une détresse qui était nouvelle pour moi, puis il parut faire un effort sur lui-même et sourit. Très bien, murmurai-je. À dans 2 semaines, lança-t-il presque joyeusement comme je quittais son bureau. Apportez-moi un nouveau chapitre fini. Mon père se tut et, avec un étonnement mêlé d'embarras, je vis des larmes dans ses yeux. Cette émotion visible m'aurait dissuadé de l'ennuyer avec des questions, même s'il n'avait pas repris la parole. Rédiger une thèse de doctorat est une tâche ingrate et austère, déclara-t-il d'un ton faussement désinvolte. Quoi qu'il en soit, nous n'aurions pas dû remuer le passé. C'est une vieille histoire, et à l'évidence, elle s'est bien terminée puisque je suis là, et toi aussi. Il sia, il se reprenait peu à peu. Tout est bien qui finit bien, insista-t-il, comme dans les contes. Mais peut-être s'est-il passé beaucoup de choses avant la fin, hasardai-je avec effort. Le soleil caressait mon visage, et cependant je me sentais glacé jusqu'aux os par une brise froide venue de la mer. Nous nous redressâmes pour contempler la ville à nos pieds. Le dernier groupe de touristes nous avait dépassés et s'éparpillait le long des remparts, montrant les îles du doigt ou se prenant mutuellement en photo. Je jetai un coup d'œil à mon père, mais son regard était tourné vers la mer. Derrière les touristes, à une bonne distance de nous déjà, s'éloignait la silhouette d'un homme que je n'avais pas remarqué avant. Grand, les épaules carrées, vêtu d'un manteau en laine noire. Nous avions croisé des gens habillés ainsi dans cette ville, mais inexplicablement, je ne parvenais pas à détacher mon regard de cet inconnu.